entendre sur nos antennes dans un contexte d'une prohibition au supplice. Un milieu scolaire, plusieurs écoles en RDC se retrouvent confrontées à des défis et des luttes contre la délinquance juvénile. Bien sûr, un milieu scolaire, qu'en est-il de l'apport de la justice pour le recadrage de la conduite des élèves et autres mineurs? On en fait le point sur ce plateau des questions d'actualité avec Maître Serge Stéphane Mbagui. Bienvenue à vous. Vous êtes avocat au barreau du Haut-Katanga. Vous êtes également conseil à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples basée à Arusha en Tanzanie. Vous êtes ici également chef des travaux en droit à l'université de Lubumbashi. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Nous abordons ces défis auxquels font face plusieurs écoles en RDC et même certains parents qui ont du mal à lutter contre la délinquance. Ici, il y a des voix qui s'inquiètent souvent pour certains élèves qui, dans des couloirs, soit aux alentours des écoles, qui s'adonnent à des pratiques pernicieuses à leur santé, c'est-à-dire parfois à fumer du chanvre et d'autres substances stupéfiantes qui dépassent ainsi les limites de la discipline de certaines écoles. Alors, est-ce que la justice peut s'en saisir? Comment vous trouvez? Qu'en est-il des responsabilités par rapport à l'école, aux parents et à la justice? Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir accueillis dans ce beau cadre. Nous voulons ici apporter notre réflexion en interprétant la loi par rapport à la situation dont vous faites allusion tout à l'heure. En fait, en termes de siège de la matière, nous sommes là de plein pied dans la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Cette loi qui a été promulguée par le président de la République de l'époque, Joseph Kabila Kabange, organise 3 catégories de protection pour l'enfant. 3 catégories de protection? 3 catégories de protection. Okay. La première catégorie, c'est la protection sociale de l'enfant. Là, on organise une protection ordinaire, c'est-à-dire l'enfant en famille et l'enfant au travail. Une protection spéciale, l'enfant en situation difficile. Et une protection exceptionnelle, c'est-à-dire qui concerne les enfants, par exemple, qui sont enrôlés dans les groupes armés. C'est la première catégorie de protection. La première catégorie déjà prévoit quoi comme... Alors, l'enfant en famille a droit, par exemple, à une identité. N'est-ce pas? Il doit être connu que cet enfant relève de tel père, de telle mère. Deuxièmement, c'est un exemple, l'enfant, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'enfant, à l'âge de 16 ans révolu, peut travailler. L'article 50 de cette même loi prévoit les conditions dans lesquelles un enfant de plus de 16 ans peut être employé dans une entreprise. Est-ce qu'une entreprise ne peut pas courir le risque d'être poursuivie pour avoir engagé un enfant de 16 ans? Non, jamais, parce que c'est la loi qui le prévoit. On ne peut pas poursuivre une entreprise pour ce que la loi permet, justement. Article 50 de la loi, justement. Oui, la loi dont nous faisons allusion, la loi numéro 09, à l'article 50, prévoit la possibilité pour un enfant mineur, mais de plus de 16 ans, la précision est détail, de plus de 16 ans, d'être employé. Mais de moins de 16 ans, il faut une dérogation particulière du juge pour enfants. Et en ce moment-là, les parents assistent l'enfant dans cette procédure de contrat de travail, mais aussi l'inspecteur du travail doit être entendu. Ce sont les suites, les alinéas de l'article 50. Ça ne contredit pas les droits inaliénables de tout enfant d'étudier quand il travaille à 16 ans déjà? Non, non. En fait, l'article 50 prévoit que le droit à l'éducation de l'enfant reste intact, quand bien même il lui est autorisé par l'article 50 de contracter un contrat de travail, si vous permettez la tautologie. Parce que le législateur a compris qu'il y a des familles qui sont tellement démunies que la main-d'œuvre d'un enfant de 16 ans ou plus de 16 ans peut permettre une certaine survie familiale. Nous n'inventons rien, c'est ce qui est écrit dans la loi. Et donc, ça, c'est la première catégorie de protection. La deuxième catégorie, c'est la protection judiciaire. Dans cette protection, il s'agit de l'organisation et du fonctionnement du tribunal pour enfants. Quelles sont ses compétences et quelles sont les procédures applicables devant ce tribunal? Troisième type de protection, c'est la protection pénale de l'enfant. Premièrement, avant sa naissance, parce que, étant déjà conçu,
il doit être protégé avant qu'il ne naisse. Okay. Parce qu'il doit être viable et vivant. Donc on protège le fœtus. Deuxième type de protection pénale de l'enfant, après sa naissance. Ayant été posé à l'existence, le droit congolais lui donne des droits jusqu'à ce que cet enfant deviendra majeur. Voilà, donc ces trois types de protection permettent en effet que l'État, les services publics, les personnes privées puissent avoir un regard bienveillant, mais aussi un regard juridiquement protégeant pour cet enfant qui est une vulnérabilité. Ok, maintenant il se pose la question au sein de l'opinion publique, le tableau est tel que nous l'avons peint, avec certaines voix qui s'inquiètent de certains comportements des mineurs ou des élèves, parfois c'est aux alentours de certaines écoles. À Lubumbashi ou dans les restes des villes du pays, la RDC, vous trouvez certains élèves qui s'adonnent du chanvre dans des ruelles entourant leurs écoles respectives ou dans les couloirs de l'école. Et en même temps, vous avez certains élèves qui s'adonnent à des pratiques portant atteinte à la pudeur ou contraires aux bonnes mœurs. En même temps, les enseignants font face à une prohibition de recourir à des peines corporelles, des supplices et autres contre les élèves. Ce sont les autorités qui régulent ces secteurs de l'éducation, interdisant l'usage de fouets et d'autres supplices. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour recadrer ces enfants? Est-ce que la justice peut s'en saisir? Est-ce qu'il y aurait des infractions commises par... Est-ce que la loi congolaise considère des infractions commises par des mineurs ou des élèves, ainsi de suite? Merci. Le législateur a tout prévu, en fait. Quand on apprend le droit, on apprend que le législateur est l'homme le plus intelligent. Qu'est-ce qui se passe? Le législateur a prévu un principe, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire, dans toute décision à prendre ou dans toute mesure à appliquer à l'enfant, vous devez sauvegarder et privilégier les droits de l'enfant. Que ce soit à l'école, que ce soit en dehors de l'école, que ce soit devant les tribunaux. Et d'ailleurs, nous les avocats, nous plaidons souvent sur cet article 6, sur ce qu'on appelle, et c'est une antienne pour les juristes, l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que toute mesure étatique ou privée doit se focaliser à comme température l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand nous revenons à votre question, oui. Les enfants qui fument du chanvre, quel que soit leur lieu où ils posent ces actes, oui. sont considérés par la loi comme les enfants en situation difficile. Et ces enfants en situation difficile ont besoin, référez-vous à l'article 62 et suivant de la loi, oui. Ont besoin d'une protection spéciale. Qu'est-ce qui a poussé cet enfant à de l'école dans ce cas ou bien de la justice? Puisque parfois certains élèves se retrouvent, c'est en route où ils fument du chanvre. Très bien. Les enseignants sont en difficulté de les arrêter. Mais qui constate le fait que l'enfant est en train de fumer? C'est celui qui constate les faits répréhensibles de l'enfant qui a l'obligation de dénoncer aux autorités pour dire tel enfant fait ceci qui est contraire à la loi. Si c'est au sein de l'école, les autorités scolaires ont le droit de porter ça à la connaissance des officiers du ministère public ou des OPJ. C'est très important. Parce que s'ils ne le font pas, les choses vont continuer. Ce n'est pas à dire que ces enfants vont subir la rigueur de la loi pénale applicable aux majeurs. Non. Ils ont un traitement spécifique prévu par la loi sous examen. Je vous donne un exemple. Dans les procédures devant les tribunaux pour enfants, il y a certaines choses que la loi prévoit qui ne sont pas prévues dans les procédures ordinaires. Exemple, il n'y a pas de procès par défaut contre un enfant. Donc, si l'enfant est absent le jour de son procès au tribunal pour enfants, il y a nullité absolue de la procédure. Donc, il n'y a pas de jugement par défaut à l'endroit d'un enfant. C'est déjà important. Pour les majeurs, il existe des jugements par défaut. Et ce n'est pas une insuffisance dans le cadre ou la responsabilité de l'État ou de la justice de recadrer la conduite de chaque citoyen, mineur ou majeur?
Mais c'est pourquoi l'État a organisé une justice particulière pour les mineurs. Et dans cette justice, on protège l'enfant parce qu'on ne veut pas qu'on puisse juger les cas de l'enfant à son absence. Les cas d'absence, c'est un cas d'ouverture des nullités absolues de la procédure. Donc, la protection des droits de l'enfant sont encore importants. Quatrième élément qui est important, oui, c'est que la loi autorise la disjonction de poursuites si le mineur a commis les faits en connexité avec un majeur. On ne peut donc pas dire, parce qu'on poursuit le majeur devant le tribunal de paix, que par le principe de connexité, qu'on poursuive aussi le mineur devant le tribunal de paix. Non. La loi pose le principe de la disjonction des poursuites. Le mineur qui a commis les faits répréhensibles, même par les codes pénals, nous allons le voir, livret 2, il est attrait devant son juge naturel, qui est le juge pour enfants, et le majeur ira soit au tribunal de paix, soit au tribunal de grande instance. Sur cet aspect, comment vous trouvez une certaine opinion parmi les acteurs judiciaires, certains qui proposent que la RDC puisse opter pour l'âge de la majorité à 16 ans, soit à 17 ans, comme c'est le cas en Arabie Saoudite. Vous avez l'âge de la majorité civile fixé à 15 ans, la même chose au Yémen, au Népal c'est 16 ans, vous avez au Pakistan où c'est 18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles, par exemple, afin de permettre la poursuite des mineurs qui, selon la loi congolaise, qui ont moins de 18 ans, d'être poursuivis alors, en cas d'infraction. Très bien. La réponse que nous apportons est celle-ci. Cette demande est sans objet, selon moi. Pourquoi? Parce que le législateur congolais, par la loi que nous examinons, a prévu que, premièrement, un enfant mineur de moins de 14 ans bénéficie de la présomption irréfragable de responsabilité pénale. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'un enfant de moins de 14 ans est totalement irresponsable de ses faits. Les peines qui peuvent lui être allouées, en fait, ne sont pas des peines. Ce sont des mesures de resocialisation. Deuxièmement, un enfant de plus de 14 ans, mais de moins de 18 ans, celui-là, il n'est pas appelé prévenu, il est appelé enfant en conflit avec la loi. Présomption irréfragable de responsabilité pénale. Et même si ça portait atteinte à la pudeur, contraire aux bonnes mœurs, et ainsi de suite. Dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Si on veut changer, il faut rentrer dans... Est-ce qu'il n'y a pas d'opportunité déjà avec ces propositions, puisque c'est à l'heure où beaucoup de voix crient à des réformes dans le secteur judiciaire, et cela en marge aussi des États généraux qui venaient de se tenir, plusieurs voix crient toujours à des réformes. Vous trouvez, vous en tant qu'acteur judiciaire, est-ce que vous y trouvez l'opportunité aussi de rabattre l'âge de la majorité civile à 16 ans ou à 17 ans pour permettre à la justice de punir des réfractaires parmi les mineurs? Alors, la question est d'abord de savoir, est-ce que la loi a été déjà appliquée dans sa totalité depuis qu'elle a été promulguée? La réponse est non. Cette loi n'a pas encore été complètement appliquée. J'en veux pour preuve l'article 220 de cette loi, qui prévoit qu'après 2 ans, que tous les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de paix qui faisaient office de tribunal pour enfants cessent et que les tribunaux pour enfants sont implantés dans tous les territoires de la RDC, ce qui n'est pas encore le cas. Vous voyez? Et donc, il y a encore des territoires dans notre pays qui ne connaissent pas qui est juge de l'enfant. Et donc, c'est le juge du tribunal de paix. Autrement, est-ce qu'il y a encore des infractions commises par des mineurs, mais qui ne sont pas poursuivis au regard du registre de la loi promulguée en 2009. Et alors, par rapport aux résolutions des États généraux, parce que vous en venez, laissez-moi préciser une chose. D'entrée de jeu, les résolutions comme des recommandations n'ont aucune valeur juridique contraignante. Aucune valeur juridique contraignante. Quand est-ce qu'elles peuvent être contraignantes? Les résolutions
de tous ces états généraux du sport, de la justice, de l'enseignement supérieur, et j'en passe les meilleurs, doivent passer par la case de la juridicité. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'ils deviennent soit des lois, soit des règlements opposables aux Congolais. Il appartiendra aux politiques. Par quel mécanisme alors? Voilà, je suis en train de venir. Il appartiendra aux politiques qui ont initié ces états généraux de la justice, parce qu'on en parle, de prendre de projets de loi. C'est-à-dire le gouvernement peut faire des projets de loi. Les députés nationaux et les sénateurs peuvent faire des propositions de loi tirées de la substance de ces recommandations ou de ces résolutions pour qu'on vote des lois qui modifie l'état actuel du droit positif afin que l'exécutif puisse promulguer, c'est-à-dire le chef de l'État, et que les juges congolais puissent appliquer. C'est en ce moment-là, après promulgation, que ces résolutions coulées sous forme de loi ou prises comme règlement d'administration seront opposables et d'application. Si on n'y arrive pas, c'est-à-dire on restera dans la case des états généraux et des résolutions qu'on va mettre dans les tiroirs. Ok, alors dans ce cas, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que la justice ou l'État congolais puisse lutter aussi contre la délinquance juvénile ou la délinquance en milieu scolaire ou même en dehors des milieux scolaires? Il faut d'abord faire le bilan de l'application de la loi de 2009. Et qui concerne bien sûr les mineurs. Hein. Justement, il faut faire le bilan de l'application de cette loi dans tous les aspects. Quand on a dressé le bilan de l'application de cette loi, on se posera la question de savoir, est-il opportun? Parce que l'opportunité, c'est une question politique. Elle n'est pas juridique. Elle n'est pas juridique? Non, l'opportunité n'est pas juridique. Elle est politique. Ce sont les politiciens qui vont faire les lois. Il leur appartient de dire, cette loi est maintenant impropre à l'évolution sociale d'aujourd'hui et qu'il faille, n'est-ce pas, la modifier ou la changer. Et donc, c'est après le bilan qu'on peut dire l'application est satisfactoire ou non. Et donc, ceux qui peuvent gérer cette question sont connus. Donc, l'État congolais, à travers le ministère de la Justice, à travers tous les autres ministères qui concourent, ministère des Affaires sociales, ainsi de suite, ils peuvent dresser le bilan de l'application de la loi de 2009 et tirer les conséquences. Ok, entre-temps, les écoles souffrent ou peinent encore avec cette catégorie des mineurs. Non, les écoles ne souffrent pas. S'adonnant à des pratiques parfois portant atteinte à la pudeur, consommant des substances pernicieuses telles que du chanvre et autres, en milieu scolaire ou aux alentours des écoles. Alors, si les écoles peuvent connaître ce genre de situation, c'est qu'à un niveau de la surveillance sociale, il y a eu des brèches quelque part. Comment cet enfant est entré en possession de substances nocives? Comment cet enfant? Il ne l'a pas acheté à l'école, par exemple. Il a acheté quelque part en dehors de l'école, parce que l'école n'est pas un lieu de vente de substances de chanvre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au niveau de la surveillance sociale, il y a un problème. Là où les enfants obtiennent ce qu'ils viennent fumer. Qui est censé appliquer cette observance sociale. Écoutez, l'État a un appareil sécuritaire, un appareil de contrôle et un appareil administratif à tous les niveaux. Donc c'est l'État, dans sa globalité et dans tous ses démembrements, qui doit, au regard de la compétence territoriale, compétence matérielle, ainsi de suite, savoir telle délinquance relève de telle autorité et l'autorité est censée sévir comme il se doit. Voilà, c'était vos analyses, mais il y a encore beaucoup de choses à traiter. Je crois que nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres analyses, à la fois pédagogiques et luxuriantes. Voilà, maître Serge Stéphane Mbagui, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau des questions d'actualité. Je rappelle, vous êtes avocat au barreau du Haut-Katanga, mais aussi conseil à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, basée à Arusha en Tanzanie. Vous êtes également chef des travaux en droit à la faculté, disons en droit à l'université de Lubumbashi. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Au revoir et à la prochaine.